Laisse-moi t'aimer, c'est ma prière, qui saura? Vous avez peut-être en tête l'un des grands succès du chanteur Mike Brandt. Mike Brandt, ou plutôt Moshe Michael Brandt, né en 1947 à Famagoust, une colonie britannique de Chypre, est mort défenestré à Paris en 1975 au sommet de sa gloire. À cette étoile filante de la variété française, l'écrivain Serge Héroldi consacre un roman intitulé « Si maintenant j'oublie mon île » qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Un livre sensible en forme de lettre à l'homme disparu qui réinscrit l'histoire tragique de sa vie dans celle de la Shoah. Pour en parler, j'accueille son auteur, Serge Héroldi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1966 dans le Gers, vous aviez 8 ans quand Mike Brandt est mort. Quelle image est-ce que vous gardiez du chanteur? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Alors, pour moi, c'était quelque chose d'assez étonnant, sur ses apparitions à la télévision. C'était pour moi une personnalité solaire, enfin quelque chose qui évidemment n'avait strictement rien à voir avec l'univers dans lequel je vivais, qui était un milieu simple, très rural, par certains côtés en tout cas. Et évidemment quand Mike Brandt, puisque tel il se nommait quand il est passé à la télévision pour chanter, c'était voilà, quelque chose de solaire, je vous l'ai dit. C'était les paillettes. C'était les paillettes, c'était des émissions consacrées, dédiées, enfin telles qu'elles existent encore aujourd'hui, mais enfin de façon très très différente. Voilà, c'était des apparitions, voilà, quelque chose qui était tellement étrange que cela me faisait penser à une sorte de mystère, de mirage. Enfin, tout ça pour moi n'était pas franchement réel. Ça l'était, évidemment, puisque c'était des personnes qui chantaient, qui parlaient, comme nous tous, mais c'était autre chose aussi en même temps. Alors vous lui consacrez un livre, un roman, 46 ans après sa mort. Quel a été le déclic qui vous a poussé à lui consacrer un livre aussi longtemps après sa disparition? C'est ça le mystère, notre mystère. C'est pourquoi Mike Brandt, 46 ans après, effectivement. Disons que le cheminement s'est fait, j'y ai beaucoup pensé, je l'ai beaucoup oublié aussi, évidemment. Je n'ai pas consacré ma vie à Mike Brandt, mais c'est revenu un peu par des hasards. Un jour, par un disque qu'on m'a offert, un ami qui vidait son garage, vous voyez, et qui a retrouvé un CD que j'ai mis dans ma voiture et que je n'ai plus cessé d'écouter en boucle, ce qui pouvait parfois étonner mon entourage. Mais avec cette redécouverte, d'autres éclats de mémoire sont revenus, et puis le doigt de Guy Lux qui nous annonce le jour de son suicide, la triste nouvelle à la télévision. Qui dit cette fois il a réussi. Cette fois, Mike a réussi. Je crois que c'était quelque chose comme ça qu'il a dit, puisqu'il avait déjà tenté de se suicider et de se défenestrer dans un autre lieu, en Suisse en l'occurrence. Voilà. Et c'est donc ce doigt, vous voyez, et ce doigt revenu était pointé sur moi ces derniers temps, vous voyez encore. Alors, quel est le mystère de l'écriture? Pourquoi revient-on à ça et pas à autre chose? Parce qu'il s'est passé d'autres choses dans ma vie que le suicide de Mike Brandt. Mais, sauf que la résonance est intervenue comme ça à ce moment-là, et le livre. Alors la mort de Mike Brandt a suscité beaucoup de spéculations, de tentatives d'interprétation. Certains ont évoqué la drogue, d'autres la pression du star system, une rupture amoureuse et que sais-je. Et vous avez choisi de prendre pour prisme l'histoire familiale du chanteur. Je rappelle que son père Fischel, né en Pologne, a perdu sa femme et son fils pendant la Shoah et que sa mère, Bronia, était une survivante d'Auschwitz. Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de replacer la vie et la mort du chanteur dans ce contexte tragique? Parce que je pense fortement, vous avez évoqué plusieurs pistes, bon, la drogue, les ruptures amoureuses, le showbiz, bon, tout ça, je pense que ce sont peut-être des effets aggravants, du déséquilibre qui s'ajoute au déséquilibre. Mais je crois que la blessure, enfin, pour moi c'est une évidence, enfin, comment pourrait-on ignorer cela? Je crois que cette blessure, chez lui, est fondamentale, elle est ontologique, enfin, c'est là, chez lui. Et puis, il y a cette impossibilité, enfin, ce mutisme jusqu'à l'âge de 5 ans, enfin, moi je ne suis pas psychologue, psychiatre, psychanalyste, je ne suis rien de tout ça, mais enfin, il ne faut pas être grand clerc pour
devinait un problème, voilà. Et puis sa mère faisait de fréquents séjours, était hospitalisée parce qu'évidemment, les retrouvailles avec la vie forcément étaient difficiles. Et puis, il y avait cette phrase de Simone Veil qui est dans le livre et qui est revenue tout naturellement dans le texte, c'est voilà, Dieu a créé le monde avec le cadavre du mal, quoi. Voilà. Comment sortons de cette malédiction, enfin, de ce drame, comment sortons du mal, voilà. Vous expliquez dans le livre de façon très pudique que vous n'avez lu ni le Talmud ni la Torah, autrement dit que vous-même vous n'êtes pas juif, mais que vous êtes rapproché des textes de la tradition juive, en particulier l'Apocalypse. En quoi est-ce qu'il était nécessaire de se familiariser avec cette tradition pour être sensible au destin de Mike Brandt? Parce que la mort et la vie de Mike Brandt posent des questions peut-être sans réponse, mais pose des questions essentielles. Or, ce qui est essentiel appelle d'autres choses essentielles, et ces textes-là sont fondamentaux. Enfin, je crois qu'on peut passer à côté de beaucoup de textes, et on ne fait que ça finalement dans sa vie, mais l'Apocalypse que j'ai lu depuis longtemps, enfin, je n'ai pas lu l'Apocalypse à l'occasion de cet ouvrage, forcément avait des résonances qui me sont apparues évidentes à ce moment-là. Et du coup, j'y suis revenu. Voilà. Je pense qu'on est dans la question du fondement, quoi, de l'essence. Enfin, voilà. Vous rappelez qu'après la Shoah, les parents de Mike Brandt se sont retrouvés enfermés dans un camp de réfugiés à Chypre, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'émigrer en Palestine mandataire. Quel impact a eu cet enfermement sur la vie du futur chanteur? Je l'ignore, il était bébé, donc il est né à Famagouste, mais ils sont arrivés à Haïfa ensuite assez vite quand même, enfin assez vite, trop longtemps pour les parents. Lui, bébé, je ne pense pas que... Enfin, c'est du chaos qui s'ajoute au chaos, du petit chaos peut-être, mais du chaos. Et à force, voilà où on en arrive. Plus l'installation, là j'ignore comment elle s'est passée, mais en Israël, qui n'a peut-être pas été simple, parce qu'on change de constellation. Enfin, on passe de la Pologne à Israël, on a beau être unis par une religion, une langue et plein d'autres choses, plein d'aspects culturels, il n'empêche que. Et puis la Shoah. Et puis, vous l'avez dit, Bronia, qui est rescapé d'Auschwitz, et Fischel, qui n'a jamais su ce qu'était devenu sa première épouse et son fils, son premier fils. Donc, le drame, il est là aussi. Et puis, Famagouste, c'était effectivement c'était un camp. Un camp. Alors, vous rappelez dans ce contexte-là que Mike Moshe n'a pas parlé avant l'âge de 5 ans. Oui. Et vous rappelez aussi qu'au moment où il s'est défenestré, il y a eu ce nom qu'il a crié. Oui. Qu'est-ce qui se joue finalement dans ce nom crié au dernier moment, alors qu'il n'avait pas parlé avant l'âge de 5 ans? Et c'est ça, tout l'objet peut-être, je ignore, mais peut-être l'objet du livre, quoi. Que se passe-t-il à ce moment-là? Enfin, quel est ce nom? Pourquoi cette vie ne s'est-elle pas construite autour de oui? Et comment finit-on aussi jeune, d'une façon aussi tragique, dans un non, quoi. Ça, c'est évidemment la grande question, c'est ce qu'écrit Miguel Torga à la fin, quoi. Moi, le pauvre Adam expulsé de la vie, sans avoir rien compris de ce qui était arrivé. Enfin, je le cite de façon pas précise, mais enfin, c'est l'idée. Tout ça est évidemment le grand mystère, mais c'est ce qui rend aussi ce personnage qui le fait dépasser sa première condition d'homme, quoi. Le personnage de Mike Brandt va au-delà, et je crois qu'il est, de ce point de vue-là, assez allégorique. Enfin. Vous citez la phrase de Jacques Derrida, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». En quoi est-ce qu'elle s'applique à Mike Brandt, qui lui ne parlait pas qu'une langue, en l'occurrence, mais peut-être plusieurs, entre le polonais, l'hébreu, sans doute le yiddish, un peu de français? Je ne sais pas quelle langue il parlait, Mike Brandt. Oh, franchement, je ne sais pas. Alors bien sûr, on sait ce qu'il parlait, on l'a entendu parler un peu français.
plutôt... Avec un accent oui, un peu au couteau. Oui, mais un accent merveilleux, je trouve. Enfin, ça donnait un charme. Enfin, c'est comme un Italien qui parle français ou un autre. Enfin, je trouve ça très charmant, qui ajoutait de la beauté à la beauté. Enfin, quelle langue parlait-il? Je ne sais pas. Forcément, les parents... je ne sais pas quelle langue à la maison ils parlaient. Enfin, quelle langue ils parlaient entre eux. Peut-être du yiddish, peut-être de l'hébreu, peut-être... En fait, je précise que vous n'avez pas vraiment enquêté sur Mike Brandt. Ah, non, vous n'êtes pas allé voir sa famille, vous n'êtes pas allé voir des amis, vous n'avez pas... Non. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une enquête people, ça vient bien au-delà. Non, c'est Moshe et moi. Enfin, c'est les yeux dans les yeux. Enfin, c'est l'histoire dans les yeux. Voilà, je pioche des éléments et je reconstruis quelque chose. Alors vous n'avez pas vraiment enquêté, mais vous êtes quand même allé au 6 rue Erlanger, l'adresse de l'immeuble d'où Mike Brandt est tombé du 6e étage. Vous n'êtes pas allé vraiment enquêter, mais vous êtes allé vous imprégner de l'ambiance des lieux. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Une étrangeté, honnêtement. Alors peut-être était-ce dû au jour, c'était un dimanche, peut-être était-ce dû à la météo et à la saison. Il brunait, c'était l'hiver, c'était pas le grand été flamboyant, vous voyez, avec des chemisettes à fleurs, donc c'était pas ça. Et donc un quartier désert, enfin une rue déserte et une étrangeté. Alors moi je suis pas allé en pèlerinage dans je voulais juste voir les lieux, voir la couleur des murs, la couleur des choses, un sentiment, un particularisme, enfin s'il y en avait, et j'ai pas été déçu parce qu'il s'est passé quand même des choses. Et puis cette rue a une histoire aussi, enfin. Parce que certains voulaient qu'elle soit débaptisée, puisque... Enfin, certains, les gens de Vichy et les gens de la collaboration et les gens de l'antisémitisme. On rappelle que Erlanger était donc un financier juif. Allemand. Allemand. Qui c'est d'une famille de juifs, de banquiers juifs allemands, qui s'est installé en France et qui a fait fortune, enfin en tout cas qui a fait prospérer la fortune de son père, et qui est un personnage assez intéressant, enfin, là, qui a fait beaucoup de choses. Bon. Et donc pendant la guerre, il a été question, dans le délire de l'antisémitisme rugissant de ce temps-là, de débaptiser les noms qui portaient des noms de juifs, quoi. Bon, c'était une idée, voilà, formidable, sûrement, pour ces gens-là. Et ça n'a pas été le cas. Alors après, il a été question peut-être d'y mettre peut-être une petite étoile jaune pour quand même signaler les choses. Bon, voilà. Et donc cette rue portait déjà vous voyez, la trace déjà une histoire forte. Oui, de quelque chose qui finalement rejoignait celle de Moshe et de sa famille. Enfin, je trouvais singulièrement tragique, enfin, une fois de plus, la tragédie, retrouver la tragédie, que ce soit là, et je ne pense pas que quelque chose ait été prémédité, je pense que c'est... Enfin, ça, je m'avance, je n'en sais rien. On ne sait pas si, d'ailleurs, il connaissait cette histoire. Mais probablement pas, bon. Mais que ça se soit passé là, quoi, vous voyez. Alors, votre livre s'intitule « Si maintenant j'oublie mon île ». On entend derrière « Si je t'oublie Jérusalem ». Est-ce que vous avez étudié les textes de Mike Brandt? On sait qu'il maîtrisait très mal le français, ces textes avaient la réputation d'être un peu mièvres. Est-ce que vous y avez trouvé une explication sur sa vie, ses morts, sa mort? La preuve, c'était mièvre la preuve. Moi je trouve que ce vers est étonnant. Enfin, alors évidemment, dans le cadre de la chanson de laquelle ces mots sont extraits, oui, ça s'appelle Un grand bonheur, c'est son deuxième grand tube, je crois, de mémoire. Et c'est vrai que la chanson, c'est un grand bonheur, voilà, quand je dis je t'aime en français, etc. etc. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans... la grande philosophie. Non, mais peu m'importe, parce que la grande philosophie a le grand mérite d'exister, si vous voulez, et de faire ce qu'elle a à faire, et elle m'intéresse beaucoup. Et puis, il y a autre chose, et il y a cet aspect-là aussi, quoi. Et c'est pas un aspect moindre, enfin, le fait d'être un chanteur populaire et de parler à des quantités de personnes, y compris pour leur dire « si maintenant j'oublie mon île ». Voilà. Et je trouve, ça a été, pour moi, d'emblée, j'ai écrit ce texte avec le titre, j'ai commencé par le titre, vous voyez. Je n'ai pas trouvé le titre, je ne sais trop comment, c'était évident. Si maintenant j'oublie mon île. Bien, je vous remercie, je rappelle le titre de votre livre, Si maintenant j'oublie mon île, aux éditions de l'Antilope.
Merci. Merci.